Place au grand angle, on va remonter le temps au-delà du rideau de fer dans les années 70, une bouffée d'ostalgie avec le journaliste Louis-Bernard Robitaille. Bonjour Louis-Bernard Robitaille. Bonjour. Vous êtes donc journaliste, écrivain aussi, canadien, québécois? Bon, comme vous voulez. D'accord. Montréalais, je suis Montréalais. Voilà. En tout cas, vous vivez en France depuis 45 ans. Et apparemment francophone. Voilà, vous avez été correspondant entre autres pour le quotidien de Montréal, La Presse. Voilà. Et vous êtes aussi l'auteur, je le disais, d'une dizaine de livres, notamment sur votre pays d'adoption, la France, avec ses impossibles français en 2010. Et puis les Parisiens sont pires que vous ne croyez. C'était en 2014. Et aujourd'hui, donc, vous nous proposez un livre sur un monde disparu, l'univers radieux du communisme au-delà du rideau de fer. Avant 1989, bouffée d'ostalgie, bouffée au pluriel, fragment d'un continent disparu aux éditions Noir sur Blanc. Alors un monde que beaucoup croyaient éternel, qui s'est effondré comme un château de cartes après l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir en Union soviétique. Un livre où on vous accompagne en 76-77 dans vos voyages à Berlin-Est, à Prague, à Varsovie, à Moscou et à Tbilissi en Géorgie. Alors d'abord un mot d'explication sur le titre. Que contient pour vous ce mot ostalgie? Ouais, ostalgie, c'est utilisé de façon un petit peu ironique, parce que c'est le terme qui a été inventé en RDA, parce que des gens se sont dit, oui, après tout, il y avait une espèce de regret, parce que c'est sûr que le monde libéral, le monde de l'économie de marché, c'est pas toujours exaltant, et donc les gens se sont dit finalement, on s'était passé, certaines personnes se sont dit, c'est pas si mal avant, de personnes distraites. Donc c'est la nostalgie de l'Est, en fait. C'est la nostalgie de l'Est, voilà. Alors, votre livre commence par Berlin-Est, justement. Oui. Hein, et pour les plus jeunes d'entre nous, on a beaucoup de mal à imaginer la vie à Berlin-Est dans les années 70. C'était une vie totalement différente. Oui, évidemment. Ça, on a presque oublié, y compris dans ces pays-là, que le communisme a déjà existé. C'est-à-dire que Berlin, il y avait ce mur absolument invraisemblable. C'était un pays où, si on essayait de sortir du pays, on vous tirait dessus et on vous abattait. Hein, sinon, si vous tentiez une évasion ratée, vous passiez 5 ans en prison. Et le Berlin-Est que vous avez découvert, c'est une ville assez sinistre, grise, vide, pas beaucoup de gens dans les rues. C'était assez sinistre. C'était loin d'être le pire, parce que Moscou était 10 fois pire que tout. C'était ce qu'il y avait de pire. Mais c'était vraiment la caserne. Parce qu'en plus, c'était pas... comment dire, les rapports étaient moins violents peut-être qu'ailleurs. Puis il y avait un semblant de normalité. Mais enfin, je veux dire que les gens, s'ils se tournaient de ce côté-là, eh ben voilà, ils voyaient le mur. Donc j'étais allé, c'était un dimanche après-midi, et puis finalement, les gens partaient de la porte de Brandebourg. La porte de Brandebourg, qui est magnifique, c'est comme une maison murée. Il y avait des parpaings derrière. Entre l'Est et l'Ouest. C'était la frontière entre les secteurs soviétiques et les autres. Et le mur de parpaings était juste fait n'importe comment, et ça passait à 3 mètres de la porte de Brandebourg. Donc les gens se retournaient. En fait, les gens évitaient de regarder de ce côté-là. Ils repartaient lentement vers le... Alors, il y avait une absence d'incertitude, une absence de hasard, une absence de tout. C'est-à-dire qu'on savait d'avance comment la vie serait faite et comment on vivrait et on mourrait, parce qu'il n'y avait aucune... Tout était programmé, quoi. Tout était figé. Puis en plus, il y avait, puis bon, c'était le système en plus, en Allemagne de l'Est en particulier. Alors, il y a une info assez cocasse dans votre bouquin, c'est que vous écrivez qu'à Berlin-Est, c'était un terrain de chasse, un terrain de drague pour ceux qui venaient de l'Ouest. Il y avait parlé d'ailleurs d'Algériens qui... Oui, j'étais tombé sur... Il n'y avait personne. Hein. Je suis allé à Checkpoint Charlie, on était 12 à peu près. C'était un des points de passage dans la ville. Oui, le plus connu et le plus utilisé. Et finalement, il y avait mes 2 étudiants algériens qui étaient étudiants à Berlin-Ouest, et puis qui disaient, c'est formidable, on vient ici le dimanche après-midi. On le voit là, le Checkpoint. Voilà, disons qu'on fait affaire avec des filles très 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 rapidement, parce que en réalité, mais pas seulement, sauf que là, Berlin, c'était très pratique, parce que ça prenait 5 minutes pour passer, il fallait payer 25 marks, c'est tout pour passer, mais je veux dire que les gens étant enfermés, honnêtement, j'ai beaucoup constaté que pour des filles des pays qui étaient les plus fermés, c'était une espèce de façon de voyager à l'ouest que sans compter évidemment les cigarettes, les chemises de marque, etc. Mais c'était pas seulement ça, c'était une évasion, quoi. On parlait de la nostalgie, l'ostalgie, et vous dites même que plusieurs années après, certains Allemands avaient toujours cette nostalgie. Vous parlez d'ailleurs d'un philosophe que vous retrouvez en 94 dans votre livre. Von Wroblewski, traducteur de Sartre en plus. Donc 20 ans après, il était nostalgique d'une certaine manière de... C'était pas 20 ans après la chute du mur. Non, 20 ans après votre rencontre. Oui, c'est ça, oui. Ouais. En 93, je sais plus en quelle année exactement. Et puis il dit, oui, quand même, c'était bien, mais je veux dire, je crois qu'il parlait, et pourtant, lui, je veux dire, il était rentré de son plein gré à l'Est, alors qu'il était en vacances
alors pendant que le mur se faisait. Et il disait donc il n'avait plus jamais pu ressortir. Alors, et malgré tout, il disait qu'il y avait des avantages et puis qu'il y avait une certaine convivialité parce qu'il n'y avait pas d'argent. En fait, c'est ça. Le grand truc, c'est vous supprimez l'argent, comme dans les prisons, à la fin, il y a des solidarités. Alors il y a un film qui est parfaitement dans l'esprit de votre livre, hein, c'est Goodbye Lénine. C'est l'histoire de cette habitante de Berlin-Est qui tombe dans le coma en octobre 89, c'est-à-dire un mois avant la chute du mur. Et puis elle revient. Au moment où il y a des manifestations. Voilà. Oui. Et elle revient à elle 6 mois plus tard. Et ses enfants, pour lui éviter de retomber dans le coma, ils font semblant qu'en fait il ne s'est rien passé, que le mur n'est pas tombé. Il se met des vieux pulls. On va regarder la bande-annonce du film. Berlin. Heute Abend ist die Mauer gefallen. Mutter schlief weiter. Schade, dass sie von all das nicht mitbekommt. Ja, ist vielleicht auch besser so. Alles, woran sie glaubt, hat sich in ein paar Monaten in Luft aufgelöst. Hörst du mich? Bis Ihre Mutter aufgewacht ist, kommt ein Wunder gleich. Und wenn ich das sage, dann meine ich jedwede Aufregung. Und das hier? Das Problem ist, sie hat ja von der Wende nichts mitgekriegt. So, der ganze Krempel muss hier raus. Alors ce monde de Berlin-Est, c'est un monde qui paraît tellement lointain aujourd'hui. C'est presque comme si c'était un leurre qui n'avait pas existé. Mais c'était pas le pire en Europe de l'Est. Vraiment, c'était probablement que la RDA rançonnait aussi l'Allemagne de l'Ouest pour faire sortir des gens. Ouais. Et je crois que ça jouait un peu. Ce qui fait que le niveau de vie, les autres pays, la Tchécoslovaquie, la Pologne, ils trouvaient qu'en RDA, on vivait plutôt bien. Bah justement, vous parlez de la liberté. Vous parlez de la Tchécoslovaquie, on va parler de Prague. Hein. Vous y étiez en 1976. Avant que le tourisme arrive. Oui, mais 8 ans après la révolution, après le printemps de Prague. L'écrasement du printemps de Prague. Écrasé par les chars russes. Et vous découvrez une population à Prague résignée, en fait. Déprimée, très déprimée. Les gens pensaient que ça durerait éternellement. Dans le pire des cas, je rencontre l'ancien porte-parole du printemps de Prague pour la presse étrangère. Et lui, évidemment, a perdu son boulot. Ses enfants ont été interdits d'université. Et puis finalement, les gens se débrouillent à peu près. Vous étiez là en tant que journaliste? J'étais là en tant que journaliste non déclaré. Et en plus, à Prague, les autorités tchèques, ils avaient arrêté, mis en garde à vue 2 journalistes de Elle qui étaient venus interviewer. On voit les chars russes là dans les rues de Prague. C'est ce qu'on appelle. Alors après ça, c'est la normalisation, quoi. La normalisation. Il y a eu 8 mois à peu près. Dubček est revenu. Ils l'ont gardé jusqu'au mois de mars. Ils ont provoqué un incident et là ils l'ont viré. Et là ça a été une purge. On a quand même expulsé 300 000 personnes du Parti communiste et de leur boulot. Ça faisait 1 million, pratiquement 10% de la population a été touchée. Oui, c'était une répression très dure. Et interdiction parfois. Interdiction en gros de sortir, c'était très compliqué d'émigrer du pays, très compliqué. On n'a pas le temps de parler de tout ce qu'il y a dans le livre parce que vous descendez dans le même hôtel qu'Yves Montand et Simone Signoret. L'Alcron, oui, il y avait des scènes abominables. Bon. Il faut parler de la Pologne aussi parce que la Pologne c'est un cas un peu à part dans le bloc soviétique. C'était déjà un cas très à part parce que moi à Cracovie j'ai pas acheté parce que je voulais pas l'acheter, mais il y avait le New York Times et Paris Match qui étaient en lecture gratuite dans un truc de lecture. Donc, et à Varsovie, il y avait Le Monde en vente. Donc en Pologne, dans les années 70, c'était relativement plus libre qu'en Allemagne de l'Est. Ils ne vivaient pas sous la terreur. Voilà, on discutait librement. Enfin, je veux dire, la police, évidemment que la police rôdait, mais je veux dire, les gens discutaient ouvertement dans la rue. Alors qu'à Moscou, les gens se promenaient en chuchotant. Un trafiquant se promenait au GOUM en disant chewing-gum pour attirer notre attention, puis il continuait tout droit parce que... C'est peut-être parce qu'en Pologne, il y avait des syndicats, il y avait des mouvements syndicaux qui commençaient. Il y a eu un grand soulèvement. En 70. En 70, il y a eu un second soulèvement en 76. Le soulèvement en 70 a fait, je crois, une 40aine de morts. Donc ça plaisantait pas vraiment. En 76, on s'est contenté de matraquer les gens et de les envoyer en prison. Et après, il y a eu une amnistie. Et alors, quand vous êtes en Pologne, vous rencontrez Jacek Kuron, qui était un militant politique et syndical, qui a fait de la prison, évidemment. Qui a fait beaucoup de prison, qui avait fait 7 ou 8 ans à 2-3 reprises. Et lui, il prédisait avec vous la fin du régime communiste. Oui, moi j'y croyais pas du tout. Il dit vraiment, vous allez voir, ça va tomber. Mais lui-même ne pensait pas que la façade tomberait. Lui pensait que ce serait comme sous Franco, c'est-à-dire que on garderait vaguement les institutions.
pas vaguement, on garderait les institutions et que derrière, on ferait un peu ce qu'on voudrait, c'est-à-dire qu'il y aurait l'économie de marché, etc., etc. Il était sur écoute, il disait, mon appartement est, il sortait de prix, truffé de micros. Il dit, vous pouvez parler librement, ici tout est enregistré par la police. Et ils sont dehors, ils surveillent qui entre et qui sort. Il y avait un journaliste hollandais ou australien qui avait apporté sa bouteille de whisky, et puis en réalité, c'était... On le voit à l'âge assez couronne d'ailleurs. Voilà, qui est un gars formidable, qui est un gars qui a été le Premier ministre du Travail après de l'époque de la libéralisation. Ouais. Alors, en 77, et on va terminer par là, vous êtes invité en Géorgie, vous passez par Moscou. Alors, Moscou, vous avez un peu parlé, c'est un souvenir plutôt assez sinistre. C'est abominable, c'était vraiment abominable. Je veux dire que quiconque est allé là, normalement, moi, d'être très distrait, c'était 1984 de George Orwell. Ouais. Une société complètement contrôlée, tout le monde se méfie de tout le monde. Et tout était affreux, c'est-à-dire que évidemment les prostituées étaient affreuses, la bouffe de rue était épouvantable, les ampoules étaient grillées dans les hôtels, en fait c'était l'horreur. Et les ascenseurs étaient en panne. Dans la conclusion, vous dites bilan de tous ces voyages, c'est que finalement, vous avez l'impression que le communisme s'est dissous tout seul en quelques mois, mais que c'est un crime qui est resté impuni d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'était un crime, finalement, j'ai dit, mais il n'y a pas de coupable. Il y avait un coupable, mais c'était Staline. Et puis Staline est mort il y a longtemps. Tous les autres disent, moi j'ai été une victime de Staline et du système et tout et tout. Donc les gens qui en ont bien profité, tortionnaires, du moins des bureaucrates vraiment zélés. Il n'y a pas eu de procès, en fait, comme après le nazisme. Il y a eu, à ma connaissance, à part le couple Ceausescu a été exécuté. Par ses complices pratiquement, et sinon le chef de la police de Prague a été condamné à 18 mois de prison pour brutalité, point, voilà, c'est tout. Il n'y a pas eu de... Bon, c'est un peu la sagesse des nations aussi de ne pas rouvrir des procès qui, du coup, auraient pu toucher 10 ou 15% de la population, parce que tout le monde était mouillé dans cette affaire. Ce qui est incroyable, c'est qu'avec un peu de recul, ça semble de l'histoire ancienne, vraiment. Ça paraît très très loin, le mur de Berlin. C'est comme disait à Magadan, capitale du Goulag, il y a une serveuse de pizzeria qui disait à Nicolas Vert, grand spécialiste du Goulag, il dit, c'est quoi le Goulag dont vous parlez? C'est un groupe de rock. Or, elle était dans la capitale qui avait accueilli tous les mouvements pour les concentrationnaires du Goulag. Ouais. Merci Louis-Bernard Robitaille. Je rappelle le titre de votre livre, Bouffée d'Ostalgie, donc fragment d'un continent disparu, dont on a parlé un petit peu avec vous là, dans le 64 minutes, aux éditions Noir sur Blanc. Merci beaucoup.